Un nouveau point de l'actualité de Covid-19 sur votre antenne. Bienvenue à vous tous. Et dans ce numéro de ce soir, nous abordons avec notre invité, professeur, médecin, commandant Malewe Kolou, professeur agrégé en immunologie, faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Ce thème, donc, coronavirus, forme grave, manifestation et traitement. Bonsoir, mon commandant est bienvenu. Bonsoir, Monsieur Mathieu. Bonsoir à vos téléspectatrices et à vos téléspectateurs. Alors, coronavirus, depuis quelque temps, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Finalement, quel est l'état de la situation à l'heure où nous débattons sur ce plateau? Alors, en effet, ça va, ça vient. Moi, je dirais, ça va toujours en grimpant. C'est-à-dire que le nombre de cas est de plus en plus élevé. Le nombre de nouveaux cas de plus en plus élevé journalièrement. Et donc, à la date du 7 avril, donc d'hier, le bilan faisait état de 11 501 cas confirmés, 2 796 cas actifs, 8 592 guéris et 113 décès. 113 décès. 113 décès. Alors, vous savez, depuis mars 2020, Oui. où le premier cas a été détecté, nous avons observé une augmentation très légère. Je ne peux pas dire que la flambée que nous avons à l'heure actuelle, c'était pareil au début. En réalité, au début, nous avions des cas qui augmentaient de façon très progressive. Et nous avions, à la fin de 2020, 1000 et quelques cas. Et là, on est à 11 500 cas. Okay. Donc, vous voyez, en 3 mois, nous avons fait 10 fois le nombre de cas observés en 10 mois. Et donc, on peut dire que la situation est inquiétante dans la mesure où nous ne savons pas à quel moment cette flambée va s'arrêter. Voilà ce que je peux dire sur la situation actuelle. Elle reste inquiétante. Elle demeure inquiétante sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes bien sûr au Togo pour ceux-là vous qui venez bien sûr de nous prendre pour vous informer sur l'actualité Covid-19. Mais selon certains qui sont bien sûr des professionnels comme vous, c'est quand même raisonnable d'avoir ces chiffres-là, puisque les restrictions au départ ne sont plus vraiment de mise en tant que telles. En effet, puisque dès le début du mois de janvier, lorsque nous avons observé ces cas qui augmentaient de façon vertigineuse, de façon exponentielle, nous avons pensé au fait qu'il s'agissait du relâchement observé au moment où nous fêtions les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An. C'est peut-être vrai, mais à ce jour, nous ne pouvons pas continuer par incriminer les fêtes de fin d'année, dans la mesure où nous sommes déjà à 3 mois révolus. Et donc, lorsqu'on observe la situation, le mode de transmission qui est communautaire, on peut déduire qu'il s'agit en fait du relâchement vis-à-vis de l'observation des mesures barrières qui a fait que nous avons ce nombre élevé de cas. Tout simplement, probablement parce que les gens n'ont plus peur de la maladie. Et à côté, il y a ceux qui continuent de dénier, de ne pas croire en l'existence de la maladie. Il y a ceux qui sont exténués, fatigués, qui relâchent au niveau mesures barrières. Donc, ce qui a amené encore le gouvernement à essayer de serrer encore un tout petit peu, mais bon, en étant encore un peu souple par rapport aux libertés, puisqu'il n'y a pas de couvre-feu. On a dit on pourrait y arriver si jamais on n'arrive pas à maîtriser la situation. Mais je pense que pour toute flambée,
lorsque on va observer cette augmentation, on va s'attendre à ce qu'il y ait une stagnation avant que les contaminations ne commencent à baisser, tout en espérant aussi que la vaccination qui est en cours va aider aussi à réduire le nombre de nouveaux cas. Alors, justement, depuis près d'un mois déjà, hein, puisque ça avait commencé le 10, on a vu Madame la première ministre, si on peut se permettre de le dire ainsi, qui s'est fait vacciner. Et puis le lendemain, vous qui êtes bien sûr du corps médical, vous vous êtes fait vacciner aussi. Et ça continue au niveau de la population avec les 50 ans et plus, ceux qui développent des comorbidités. Aujourd'hui, on parle de certains corps de métier, les conducteurs de taxi-moto, les taximans qui sont dans le Grand Lomé, ainsi de suite. Et quand on vaccine, on voit à côté les chiffres qui grimpent. Et ça fait croire à certaines personnes que, en réalité, le vaccin n'est pas la panacée. C'est vrai que pour ceux qui ne comprennent pas très bien le mode de fonctionnement du vaccin, peuvent penser que le vaccin n'est pas efficace, n'est pas la solution, mais il faudrait expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne pour faire un peu la part des choses. Alors, le vaccin, déjà, quand il est administré, il faut attendre un délai d'à peu près 2 semaines pour voir apparaître une immunité, c'est-à-dire une protection. La production des anticorps qui vont nous protéger va prendre un délai, et les 2 semaines, c'est le délai qui est connu pour être le délai d'apparition de ces anticorps, et donc le début d'une protection des personnes qui ont été vaccinées à partir de 2 semaines après l'injection, donc la première dose, puisqu'il est prévu donc de faire une deuxième dose au bout de 8 semaines, 2 mois, voilà, 2 mois à peu près, 2 mois après la première dose. Alors, au-delà de ça, nous avons le fait que la population qui est vaccinée aujourd'hui représente un petit nombre par rapport à la population qui n'est pas encore vaccinée. Alors, je pense, comme les chiffres sont très dynamiques, un peu plus de 60 000 personnes sont déjà vaccinées, puisque... 60 000, hein? À peu près, oui. un peu plus, je pense. Puisque ça nous avons un bilan en fin mars qui est avoisine les 60 000. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir dépassé ce nombre. Et donc, la vaccination qui est en ce moment en cours n'a pas encore atteint le niveau qualifié de immunité collective. Alors, c'est justement cette immunité collective-là qui est recherchée. C'est elle qui va permettre à ce que la vitesse de transmission du virus puisse être drastiquement réduite. Et l'immunité collective, ça correspond à 60% de la population qui est vaccinée. Donc, si nous faisons un peu le ratio, on n'est pas encore à 10%, même pas. Même si on était à 600 000, 800 000, on serait à 10% de la population. Et là, on est moins de à peu près donc 1% de la population togolaise qui est vaccinée. Donc, nous ne pouvons pas nous baser sur la vaccination qui a été déjà faite pour juger l'efficacité de cette vaccination. Parfait. Déjà, le personnel de santé qui est vacciné, c'est un pas pour limiter la transmission hospitalière déjà du virus. Et progressivement, on va protéger les cibles les plus vulnérables. Et plus on aura de doses et qu'on va vacciner le maximum de personnes, on pourra espérer avoir un effet significatif sur la transmission, sur le nombre de nouveaux cas. Voilà. Parfait. Alors,
aujourd'hui, on parle de différentes formes de, de patients, cas de patients qu'on enregistre au jour le jour dans les centres hospitaliers du Togo. Et la référence qui est bien sûr à Kégué. Alors, quelle est l'image qu'on a aujourd'hui? Les cas demeurent toujours graves, bénins ou comment? En réalité, globalement, on peut regrouper en 3 formes. Nous avons les formes asymptomatiques, c'est-à-dire les personnes qui ont contracté le virus, qui sont contaminées par le virus, mais qui ne manifestent aucun symptôme, qui ne sont pas malades. C'est le plus grand nombre. On parle d'à peu près 80% de personnes qui ne vont pas manifester de symptômes. C'est ce qui explique que certaines personnes, au moment où ils veulent voyager, qu'on leur fait le test, on se rend compte qu'ils sont porteurs du virus. Généralement, les gens s'étonnent. Oui. Il y a beaucoup qui n'y croient même pas, qui pensent que ce n'est pas vrai. Et pourtant, c'est vrai. C'est tout simplement qu'ils sont en train de faire des formes asymptomatiques. OK. Heureusement, les études ont montré que les personnes asymptomatiques ne vont pas transmettre le virus à la même vitesse que les personnes qui sont symptomatiques. Les gens qui ont les signes sont plus à même de transmettre le virus parce qu'ils ont une quantité de virus plus élevée dans leur sang. Alors, la deuxième forme, c'est la forme modérée où nous avons des signes, donc des symptômes. Ce sont des symptômes de grippe, tout simplement. Des maux de tête, la fièvre, de la toux, de la fatigue, ça c'est presque permanent, la fatigue, une fatigue inexpliquée, inhabituelle. Et on voit aussi certains symptômes comme la perte d'essence, notamment le goût et puis l'odorat, ce qui fait que les gens ont du mal à s'alimenter, tout ce qu'on peut avoir au niveau des formes modérées. Alors, les formes graves, ce sont celles qui, la troisième forme, celles qui vont nécessiter en fait une hospitalisation, ou soit la personne est trop fatiguée, ou la fièvre est trop importante et permanente, et ça nécessite de garder la personne à l'hôpital. Ce sont les formes graves. Et parmi ces formes graves, on peut donc avoir certaines formes que nous, au niveau médical, on appelle les formes critiques, c'est-à-dire des formes très graves en réalité, qui vont nécessiter d'admettre les patients en réanimation pour sauver leur vie parce que leur vie est en danger. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut évoluer d'une forme à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut partir d'une forme modérée et devenir grave au bout d'une semaine, au bout de quelques jours. Et l'évolution peut se faire parfois très rapidement, dans 24-48 heures. On se sentait bien et brusquement, on a du mal à respirer. On passe vers une forme grave qui va nécessiter une hospitalisation et des soins appropriés. Alors, justement, comment est-ce que ça se manifeste dans tout son ensemble? Et quels sont les genres de traitements proposés en ce genre de situation quand on sait que celui qui traîne l'asthme, par exemple, l'hypertension artérielle ou le diabète, ou carrément l'épilepsie, par exemple, ces personnes verront leur cas différemment apprécié? Oui, tout à fait. Vous savez, même lorsqu'on détecte un cas asymptomatique, en fonction du terrain sur lequel la maladie se développe, le virus, que le virus infecte en fait. Si c'est un patient diabétique par exemple, on va se dire c'est un patient à surveiller de très près. S'il y avait de la place au CHR, à l'hôpital, on pourrait éventuellement garder ces personnes à côté pour les surveiller. Mais on va, dans notre cas, les mettre sous surveillance dans les hôtels retenus pour garder les cas positifs ou modérés ou asymptomatiques, sous surveillance des médecins. Et si jamais il y a une
tentative d'aggravation, que la référence vers le CHR pour une prise en charge adéquate soit faite. De la même manière, une personne qui a une comorbidité qui présente une forme modérée, il est préférable de la garder à l'hôpital parce qu'elle peut facilement basculer du côté de forme grave. Et lorsque la forme est découverte d'emblée grave, évidemment, on hospitalise. Donc, on va avoir un œil plus sérieux dans le regard ou bien la surveillance qu'on va faire chez les personnes qui ont des comorbidités que ceux qui sont à un risque plus faible de faire des formes graves. Okay. Voilà, donc lorsqu'on détecte donc des cas, que ce soit des cas symptomatiques ou bien des cas modérés, ceux-là vont recevoir un traitement. Le traitement classique qui est donné, qui est l'association azithromycine, chloroquine, de vitamine C. On peut aussi ajouter du paracétamol pour la fièvre. En ce moment, ces personnes vont être traitées pour les aider non seulement à rester en meilleur état physique avec les vitamines, mais aussi à se débarrasser vite du virus et à éviter que d'autres microbes viennent s'installer. Ça, c'est le traitement du virus qu'on va donner aussi aux personnes qui ont éventuellement des formes graves. Mais en dessous, il faut aussi traiter les conditions sous-jacentes, c'est-à-dire les comorbidités, Oui. qui, lorsqu'elles ne sont pas bien stabilisées, vont favoriser la survenue des formes graves. Donc, pour une personne qui est, par exemple, hypertendue ou diabétique, hypertendue avec des chiffres trop élevés, des chiffres qui sont anormalement élevés au-dessus de 15, 10 de tension, par exemple, on va rééquilibrer leur traitement pour que leurs chiffres reviennent dans les valeurs normales. De même que le diabétique, il faut aussi équilibrer son diabète par le traitement antidiabétique. C'est pareil pour les autres maladies, que ce soit l'asthme aussi, qui a aussi ces traitements. Donc, on doit traiter et le virus et le terrain sur lequel le virus se développe. Maintenant, lorsqu'on va en réanimation, c'est des soins qui sont différents. Au-delà de ce que j'ai dit, nous avons les soins de réanimation qui vont dépendre réellement, en fait, de la situation dans laquelle le patient se trouve. Alors, dans quel cas on a besoin de respirateurs? On entend parler très souvent de l'assistance de respirateurs, ça et là. On en parle tous les jours dans les pays dits développés. Aujourd'hui, en Afrique aussi, on en parle. Au Togo aussi, on en parle également avec certains cas. Et dans quelle situation ces personnes-là ont besoin de ces respirateurs? Voilà. Alors, en fait, vous savez que le coronavirus va infecter un organe de façon particulière et va affecter un organe particulièrement, et c'est les poumons. Les poumons qui sont donc cet organe-là qui nous permet de respirer, qui nous apporte de l'oxygène pour nourrir nos différents organes. Donc l'aggravation de la maladie à coronavirus, du Covid-19, va se faire très fréquemment vers ce qu'on appelle une insuffisance respiratoire. C'est-à-dire que le malade, à un certain moment, a du mal à respirer. Il étouffe. Il est en manque d'oxygène, tout simplement parce que les poumons sont détruits. Les poumons sont détruits. Et donc, en fonction du degré de destruction, où le sujet lui-même ne peut plus, les poumons eux-mêmes ne peuvent plus extraire l'oxygène de l'air pour envoyer dans notre organisme afin de nourrir nos différents organes, on est obligé
d'apporter une assistance respiratoire. Alors, si c'est une destruction qui est limitée, où la personne arrive à respirer, mais c'est insuffisant, on peut donner de l'oxygène par les tuyaux, vous voyez, par les narines, ou bien on met un masque dans lequel le patient y respire et l'oxygène est apporté à cette personne. Ses poumons ont encore la capacité de tirer cet oxygène-là pour amener au poumon. Le sujet n'aura plus besoin de prendre de l'air ambiant pour extraire l'oxygène. Là, on lui apporte directement l'oxygène qui est concentré dans la bouteille d'oxygène. Alors, dans certains cas, le poumon est tellement détruit qu'il est même incapable de prendre l'oxygène qu'on lui apporte. Et en ce moment, on est obligé de faire une intubation, c'est-à-dire que l'oxygène est introduit directement dans les poumons avec un tuyau. On ne demande plus au poumon de faire lui-même ses mouvements de respiration. C'est un appareil qui va pomper l'oxygène, voilà, dans les poumons et envoyer à nos organes. C'est cet appareil-là qui va être chargé d'amener l'oxygène et de retirer le gaz carbonique, donc les déchets de la respiration. C'est cet appareil qu'on appelle le respirateur et qu'on utilise pour faire l'assistance respiratoire des personnes dont les poumons sont tellement détruits qu'ils ne sont plus capables de respirer d'eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, au Togo, on parle des cas graves qu'on enregistre le jour. Et parmi ces cas graves-là, on fait mention, bien sûr, des diabétiques. Comment est-ce que ça se passe? Et le suivi dans tout son ensemble? Alors, c'est vrai que le diabète, c'est une des comorbidités. Les autres comorbidités existent aussi. Tout ce qui est maladie respiratoire, hypertension artérielle font partie des comorbidités. Donc, la prise en charge qui se fait aujourd'hui est qualifiée de pluridisciplinaire. C'est-à-dire que nous avons au CHR Lomé Commune et bien sûr dans les autres centres qui sont dédiés à la prise en charge des spécialistes de tous bords, des spécialistes en maladies infectieuses, des réanimateurs, des urgentistes, des spécialistes en pneumologie, donc qui soignent les maladies des poumons, des médecins internistes qui s'occupent de tout ce qui est maladie de nos organes à l'intérieur, des reins, du cerveau, du foie, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce personnel-là qui va prendre en charge le même patient, chacun en ce qui le concerne. Donc, il y a régulièrement, donc chaque matin, une concertation pluridisciplinaire où les médecins vont statuer sur les différents cas pour prendre des décisions collégiales qui seront exécutées dans la prise en charge de ces patients. Alors, les patients sont, comme nous l'avons dit, dans les centres retenus, les hôtels dans lesquels ils sont gardés sous surveillance médicale. Lorsqu'il y a un cas qui s'aggrave, ou bien à partir des hôpitaux qui reçoivent les patients, si on découvre un cas dans un hôpital, puisque les gens ils sont malades, ils ne savent pas qu'ils ont le coronavirus, ils arrivent à l'hôpital comme au CHU Tsivanus Olympio, on les reçoit, on suspecte le Covid-19, on fait le test, et si le test est positif, en fonction de son état, les médecins du CHU Tsivanus Olympio vont prendre contact avec ceux du CHR Lomé Commune pour assurer le transfert du patient. Et donc, comme je l'avais expliqué, chaque spécialiste va jouer son rôle en fonction des symptômes que le patient y présente. Alors, j'ai parlé de l'assistance respiratoire, ça veut dire apporter l'oxygène. L'oxygène au patient.
Voilà. Au-delà de ça, nous avons également différentes interventions. Par exemple, certains malades pour lesquels le rein ne répond plus. Oui. Ou alors Les insuffisances insuffisance voilà, rénales, respiratoire, rénale plutôt. oui. Voilà. Ou alors une défaillance cardiaque. Alors, tout dépend de l'évolution de chaque patient. En réalité, le manque d'oxygène peut affecter tous nos organes. Tous nos organes ont besoin d'oxygène pour survivre, pour fonctionner. Et quand cela arrive que ces organes sont... la fonction de ces organes est défaillante, en ce moment, il faut intervenir spécifiquement. Pour les reins, par exemple, on va être amené à faire de la dialyse à ces patients pour permettre aux reins de reprendre ses fonctions. Et tout cela, on peut s'en sortir, mais on peut aussi garder des séquelles. Donc, c'est pourquoi c'est toujours mieux si on n'arrive pas en réanimation, si on arrive à, par exemple, se vacciner pour que si jamais on a une infection au Covid, qu'on puisse être épargné des formes graves. Parce que c'est l'un des avantages de la vaccination. OK, parfait. Le Togo, comme les autres pays, toujours ce pied de guerre afin de venir à bout à cette maladie. On a entendu entre-temps que dans l'espace UMOA, on peut commencer par faire les tests au niveau des frontières terrestres et permettre aux uns aux autres d'aller des deux côtés. Qu'est-ce qui se fait concrètement sur le terrain? Comment ça se passe? Alors, je pense qu'à ce stade, il y a eu donc les chefs d'État qui se sont concertés pour essayer d'harmoniser, de sorte qu'on puisse utiliser les tests rapides, parce que, vous voyez, au niveau des frontières terrestres, il y a des gens qui ont besoin de traverser rapidement, qui n'ont pas programmé ce déplacement-là depuis des jours pour pouvoir faire le test 3 jours à l'avance, qu'on puisse mettre en place les tests rapides. Ces tests rapides vont permettre à ce que entre 15-30 minutes, qu'une personne qui veut traverser puisse avoir le résultat de son test et s'il est négatif, qu'il puisse traverser la frontière. Au cas échéant, il retourne. Ah ben oui, si ça ne marche pas, c'est-à-dire que si le test est positif, malheureusement, la personne ne peut pas traverser. Il faudra être prise en charge du côté de la frontière où on est, jusqu'à ce qu'on soit guéri avant de pouvoir traverser. Alors, il y a une tentative aussi d'harmonisation au niveau du prix du test pour que ça devient intéressant, on ne peut pas faire 40 000 francs comme on fait pour les autres. Donc, il a été une marge a été prévue afin que les tests ne coûtent pas plus de 5 000 francs. Voilà, donc chaque pays travaille en ce moment à la mise en place de ces tests-là au niveau des frontières terrestres pour que, de façon collégiale, une ouverture des frontières se fasse au niveau de tous les pays de l'UEMOA. Parfait. Et tout cela va bon train. Tout a commencé déjà ou oui, il y a la phase expérimentale de la chose. Il y a un travail préalable qui est donc en train de se faire, puisque je pense qu'on parle du 1er mai pour pouvoir ouvrir les frontières. Donc, avant cette date, il y a un travail préalable de comment ça va se faire, une communication sur les lieux où on peut faire le test, et puis comment est-ce qu'on va gérer d'éventuels cas lorsqu'on va les avoir. Toute une réflexion est en cours au Togo et comme dans d'autres pays aussi pour que cela puisse se faire le moment venu. Merci bien, professeur commandant. Quand on sait aujourd'hui que les cas grimpent au jour le jour, on parle aussi à côté de ce variant anglais là qui a
a vu son apparition au Togo depuis quelque temps. Ça peut être aussi un des facteurs devant amener au cas grave, non? Alors, le variant britannique, Oui. on n'a pas un effet sur la gravité des cas en tant que tel. C'est plutôt un variant qui expose à un risque de transmission plus facile, plus rapide. Donc, ça peut expliquer aussi en partie que le nombre de cas puisse être de plus en plus élevé ces derniers jours. OK. Voilà, donc le variant britannique est certainement là au Togo. Et seulement, nous utilisons, je le dis à haute voix, hein, le vaccin AstraZeneca. Oui. Le vaccin AstraZeneca, Depuis quelque temps, il est efficace. Il est efficace sur le variant britannique. Oui. Donc, on peut continuer par se frotter les mains, continuer par utiliser ce vaccin et vacciner rapidement afin que, en espérant que on ne puisse pas passer à d'autres variants comme le variant sud-africain, pour lequel les Sud-Africains ont dit que le vaccin AstraZeneca n'est pas efficace. Donc, il faut vacciner vite. Alors, dans le contexte actuel, professeur, est-ce qu'il y a une adhésion totale autour de ce qui est en train d'être fait sur le terrain? Je veux parler bien sûr de la vaccination au niveau de la population. Au niveau de vous qui êtes bien sûr du corps médical, on a vu que ça va, hein, c'est jusqu'à 93% selon certaines statistiques qu'on a eu à voir ça et là. Mais au niveau de la population, ça patine toujours. Oui, au niveau du personnel de santé, même, on a dépassé les 95% parce qu'il y a des gens qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas fait vacciner au départ, Oui. mais par la suite, on peut rentrer dans la danse et se faire vacciner. Et au niveau de la population aussi, bon, nous ne pouvons pas dire que ça patine en tant que tel, puisque les cibles sont définies de façon progressive. Et donc, moi, je vois que les personnes qui sont concernées sont quand même, pour beaucoup, qui adhèrent à cette vaccination. Et de plus en plus, quand le temps passe, lorsque certains vont voir que les personnes qui sont vaccinées n'ont rien de mal, qui sont encore vivants, qui sont encore en bonne santé, eh bien, ça va les rassurer. Et progressivement, nous voyons des gens qui étaient réticents commencer donc par solliciter à être vaccinés. Et je pense que progressivement, l'adhésion va aller de façon croissante. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a amené à définir, bien sûr, à la définition, bien sûr, de ces cibles-là? Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des conducteurs de taxi-moto, communément appelés les émigrants au Togo, et ceux qui font des allers-retours urbains. Je veux parler des taxis, mais eux aussi. Qu'est-ce qui fait faire dire au ministre, votre ministre de tutelle, à définir aussi les cibles comme ça, que d'aller directement au niveau de la population? Messieurs, faites-vous vacciner pour être à l'abri de tout. Alors, c'est en fait deux raisons. Hein. La première raison, bon, les deux raisons sont liées. La première raison, c'est que le nombre de doses que nous avons est limité. C'est à peu près 300 000 doses que nous avons actuellement de disponibles. Ça ne suffira pas pour tout le monde. Et donc, par conséquent, il faut définir des cibles en tenant compte de la vulnérabilité de chacune de ces cibles. Et donc, quelle cible est le plus à risque de se contaminer? Quelle cible est le plus à risque de propager la maladie? Donc, c'est ce qui définit donc, les cibles. C'est pour ça qu'on a commencé par le personnel de santé qui reçoit justement les malades, les personnes qui ont des comorbidités. Si on protège le personnel de santé, eh bien, les gens qui ont des comorbidités et qui viennent pour se faire soigner dans les hôpitaux ne risquent pas d'attraper le virus auprès du personnel soignant. Aujourd'hui, bon, après, on est passé aux personnes qui ont plus de 50 ans et qui ont
et ceux qui ont moins de 50 ans, mais qui ont des comorbidités. Là, on est passé aux conducteurs de taxi. On a même déjà vacciné le personnel hôtelier. Donc, ce sont des personnes qui sont en contact fréquent avec beaucoup de personnes dans la société. Vous allez voir qu'il y a aussi les enseignants qui sont constamment en contact avec leurs élèves. Ces élèves-là qui peuvent être des vecteurs pour amener le virus des écoles vers les maisons. Donc, les personnes qui sont en contact avec beaucoup de personnes dans la journée, le taximan, il transporte on ne sait pas combien de personnes dans la journée. Alors, il faut le protéger, ce taximan-là, pour éviter qu'il propage la maladie auprès de ses clients. Donc, c'est comme ça que progressivement, on définit les cibles pour couvrir les personnes qui sont plus à risque de pouvoir divulguer le virus, de faire transmettre le virus à d'autres personnes. Alors, se faire vacciner n'est pas synonyme forcément de mettre à côté les mesures barrières. Avant d'être sur ce plateau, vous avez fait un petit effort, un petit exercice de jeter un coup d'œil de gauche à droite dans la circulation. Et quel est ce constat qui se dégage? Bon, je pense que... On parle bien sûr du port de masque d'abord. Du port de masque, par rapport à ce que nous avons vu les semaines passées, il y a quand même une amélioration. Tout simplement parce qu'on voit encore un peu plus la force, bon, c'est pas la force anti, c'est le groupe MIS de surveillance avec la police verte. On voit de plus en plus, ce groupe est de plus en plus visible. Et donc, je pense qu'au niveau de la population, ça change aussi un tout petit peu. Le relâchement, à mon avis, a commencé par être résorbé tout doucement. De même que les regroupements dans certains lieux qui ont été nommément cités par le gouvernement, on voit bien que le respect de ces mesures commence par se faire, même si ce n'est pas encore suffisant, et qu'on doit appeler encore à plus de sacrifices de la part de la population pour que ce plateau-là, on puisse amorcer la pente descendante du nombre de cas journaliers. Alors, le nombre de cas journaliers amène bien sûr à se questionner sur l'état du plateau sanitaire qu'on a actuellement au Togo. On a plus de 2000 cas actifs sur le terrain. Comment est-ce que vous gérez tout ça là? Alors justement, donc c'est difficile. Au niveau des hôtels, il y en a plein. Mais surtout, ce qui nous inquiète le plus, c'est les cas graves qui se retrouvent au niveau du CHR Lomé Commune. Aujourd'hui, on est débordé pratiquement au CHR Lomé Commune, de sorte qu'il y a des patients qui attendent dans des cliniques, dans des hôpitaux, d'être transférés au CHR Lomé Commune dès qu'une place se libère. Donc, nous sommes arrivés pratiquement au stade où nous choisissons encore les malades. Bon, quand je dis nous choisissons, c'est parce que quand il y a un lit qui est occupé par un patient, on est obligé de finir de soigner ce patient-là avant d'admettre une autre personne dans ce lit. On ne peut pas sortir un malade pour admettre un autre alors que le premier n'est pas encore guéri. Donc, ça fait que le temps d'attente des patients pour bénéficier des soins beaucoup plus spécialisés, qui sont justement au CHR Lomé Commune, est encore plus longue. Et donc, si le nombre de cas doit aller encore en augmentant plus que ce que nous avons aujourd'hui, on sera amené à ne pas pouvoir soigner adéquatement certains patients. Parfait. À la date, bien sûr, de 7 avril 2021 au Togo, nous avons 2796 cas actifs pour 8592 cas guéris, 113 décès, 11 501 cas confirmés. Et puis, pour le compte de la journée de ce 7 avril 2021 au Togo, sur 1840 cas
testés. On a eu à détecter 191 cas positifs contre 224 cas guéris et 0 décès. Il y a quand même une bonne nouvelle, 200 et quelques cas de guéris, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, pour avoir une raison de dire que ça va s'améliorer les jours qui viennent. Peut-être pour une journée où on a plus de cas guéris que de nouveaux cas, c'est un peu rassurant, mais il y a eu beaucoup de jours par le passé où le nombre de cas guéris est largement en deçà du nombre de nouveaux cas. Et donc, vous voyez, auparavant, on parlait de centaines de cas actifs. Maintenant, on est dans les 2700. Donc, il faudrait que la tendance du nombre de cas actifs aille à la baisse. C'est seulement comme ça qu'on pourra réduire aussi le nombre d'hospitalisations. Et tout ça jusqu'à quand? Je pense que si on renforce encore les mesures barrières comme nous sommes en train de le faire, dans les semaines à venir, j'espère, on pourra voir diminuer le nombre de cas actifs pour que le nombre de décès aussi ne continue pas de grimper. Voilà. Merci beaucoup. On va conclure en 30 secondes sur ce thème du jour et quelle est cette information que vous avez à l'endroit, bien sûr, de ces fidèles téléspectateurs qui actuellement nous suivent. Alors, tout ce que je peux dire concernant le thème d'aujourd'hui, c'est que les cas que nous redoutons, ce sont les cas graves. Et plus il y aura de nouveaux cas, plus on aura des cas graves et plus on aura des hospitalisations et des décès. La seule solution, c'est le respect des mesures barrières et d'ici là, la vaccination pour que le nombre de cas, nouveaux cas puisse baisser et que nous puissions être à l'abri des dégâts, des méfaits de cette maladie. Merci beaucoup à vous, médecin commandant Malewe Kolo. Vous êtes bien sûr professeur agrégé en immunologie à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé au Togo. Messieurs et mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur Covid-19.